Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette vidéo du mois d'octobre 2022. Comme chaque mois, on a un paquet de choses à voir ensemble, mais avant tout, je vais vous récapituler un petit peu les sorties du mois d'octobre 2022. Alors assez rapidement, parce que vous le savez, le rythme de production continue d'augmenter doucement chez Mangetsu. Et on va commencer tout de suite avec Chihoran tome 10, cette magnifique couverture de Kamo Serizawa qui fume sa pipe. Toujours les 7 démons du Migu Tenguto qui sont face à nos héros du Shinsengumi. Donc dans un décor très shonen où chaque personnage du Shinsengumi va avoir un peu son duel attitré et tout ça. C'est un tome qui est très cool puisqu'on a un super duel une fois de plus et surtout Toshizo, qui mine de rien n'a pas été dans l'action depuis très longtemps, va commencer à se préparer pour ce qui est son plus gros combat à date. Du coup, on a un super flashback aussi dans ce tome qui donne vachement de corps à un personnage en particulier que j'aime beaucoup, donc ça m'a bien plu. Et puis, toujours cette belle dorure, toujours une traduction de Nesrine, un lettrage de Farid, qu'on remercie bien fort et qu'on salue. Voilà, allez lire Chihoran. On va poursuivre avec l'action et avec les belles dorures avec Golden Guy de Jun Watanabe, un des petits nouveaux de Mangetsu, puisque vous le savez, le tome 1 est paru au mois d'août dernier, donc là c'est le tome 2, comme vous le voyez juste ici, toujours avec une très belle DA de mon cher Luchisco, qui a rejoint l'équipe depuis la sortie du tome 1, donc, et en plus c'est son anniversaire aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, donc j'espère que vous allez lui souhaiter dans les commentaires, même si c'est un peu en retard, on prend toujours les joyeux anniversaires. Golden Guy, toujours une série qu'on adore en interne, vous le savez, je pense qu'on vous en a beaucoup parlé la dernière fois, une série qui, je suis assez surpris, n'a pas forcément rencontré son public à hauteur de nos attentes au mois d'août, donc j'espère que c'est juste un petit retard à l'allumage, parce que vraiment elle le mérite. Enfin, Jun Watanabe est un maître absolu, vous le savez, il a notamment fait le montage chez Kana, qui est une série que je vous conseille vraiment vivement de lire. Il y a une très belle DA, c'est super beau à l'intérieur, c'est une série courte et très dynamique. Voilà, vraiment ça mérite d'être lu, je rappelle. Donc on va suivre Guy, qui est un chef de clan du coup Yakuza dans la province de Yokohama, enfin autour de Yokohama, et qui est un peu en délicatesse avec la grande famille du coup qui le domine, notamment puisqu'un de ses protégés a été assassiné, a priori par un de ses pères. Donc en fait il va se lancer sur les traces de cet assassin, qui vont elles-mêmes le mener sur les traces du trésor des Tokugawa, d'où le Golden Guy, puisque c'est une pièce d'or. Vous savez, le trésor de Tokugawa, c'est cette légende d'un trésor perdu avec beaucoup de pièces d'or du coup qui auraient été enterrées quelque part. Ce quelque part étant peut-être très proche de Guy, peut-être même sont-ils dessus sans s'en rendre compte depuis très longtemps. Ça, vous le découvrirez à l'intérieur. C'est vraiment une excellente série. Alors, le côté chasse au trésor, au début, il est moins présent que le côté règlement de compte Yakuza. Notamment à la fin du tome 2, on a un personnage, du coup, un des adversaires de Guy qui va un petit peu péter les plombs, comme on dit. Nous en prod, on vient de boucler le tome 4, si je dis pas de bêtises, juste là, et franchement c'est excellent. Je sais pas si vous en souvenez, mais le premier arc est en 5 tomes, du coup la première saison même, pourrait-on dire, et vraiment ça se suit tout seul. La seconde saison s'annonce absolument épique, du coup beaucoup plus cette fois dans le côté recherche au trésor et tout, puisque la première partie de l'enquête de Guy va mine de rien se résoudre, et voilà, franchement je suis très surpris du coup par ce démarrage un peu délicat en termes de vente, parce que ça le mérite. Donc j'ai rien d'autre à vous faire que de vous inviter à lire Golden Guy. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Puis si vous êtes déçus, venez nous le dire. Mais normalement, vous ne serez pas déçus. Donc allez lire Golden Guy. C'est l'heure des au revoir. Pas de dorure cette fois, mais une très belle fabrication. Un pelliculage brillant, comme vous le savez, et comme vous l'avez vu sur les 5 tomes qui composent l'histoire complète de Shigehime de Hiroi Sasato. C'est la fin. C'est la tristitude. Il y a une magnifique page couleur pour célébrer ça au début. Enfin, il y a une page couleur de toute façon à chaque fois dans Shigehime. Voilà, je suis très heureux d'avoir publié Shigehime. Je suis très heureux d'accueillir de nouveau l'auteur l'année prochaine avec Mother Parasite du coup. Et très heureux du succès qu'aura été Shigehime chez nous. Vraiment, c'était un succès surprise. On s'attendait à ce que ça plaise, pas à ce que ça plaise à ce point-là. C'est vraiment un gros succès pour Mangetsu aujourd'hui. Et voilà, on est fiers. Je suis très fier, je l'ai déjà dit, mais de la fab du coup et de tous ses effets sur cette série. Une fois rangée, elle est absolument sublime. Sur les étals en librairie, elle est absolument sublime aussi. Et c'est un peu la démonstration de ces titres de la première année de Mangetsu, du coup, puisqu'on l'avait commencé l'année dernière, qui était vraiment là pour montrer un peu les envies qu'on avait, les auteurs qu'on avait envie de suivre et tout, et ça l'a représenté à merveille. Donc merci à vous qui avez lu Shigehime, vous êtes très nombreux. Bravo à Aline pour cette magnifique trad du coup sur les 5 tomes. Aline qui refera aussi la trad de Mother Parasite, c'est une petite annonce, et puis à l'année prochaine, Hiroi Sasato.
Jean-Victor vient de me dire, et du coup tu dis pas si la fin est bien, la fin est très bien, d'accord, mais je crois que c'est parce que je l'ai déjà dit en fait aussi. Vous le savez, les fins dans les mangas c'est toujours un sujet un peu délicat, parce que beaucoup de mangas ne choisissent pas leur fin. Là en l'occurrence c'est le cas, l'auteur partait pour 5 tomes, a fait 5 tomes, et donc a choisi le rythme de sa fin et tout. J'ai lu d'ailleurs que la fin était un peu abrupte. Alors moi personnellement je trouve pas, après chacun évidemment son avis sur la question. Moi j'aime beaucoup cette fin, qui décuple le fait que Shigehime ça peut être pris à premier degré comme les histoires de vengeance de vampires et de grandes lignées et tout ça, mais aussi sur son second niveau de lecture, sur notamment les émois adolescents et les troubles du corps adolescent. Et voilà, je trouve ça encapsule très très bien tout ce que l'auteur a essayé de faire dans les différents niveaux de lecture. La fin est très belle, mélancolique, évidemment, c'est pas une série qui finit nécessairement bien, on rappelle, c'est écrit derrière en gros, c'est pour public averti, hein. C'est pas un shonen guiré, donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais si, Jean-Victor, cette fin était très bien. Cool. On change radicalement d'ambiance avec mon chouchou de l'année, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais regardez comme ce violet est beau et tout ça, c'est absolument sublime, ce personnage de Mako qui est toujours aussi incroyable, Les Enfants d'Hippocrate, tome 4 de Toshiya Higashimoto. Bon, bah là c'est pareil, je n'arrête pas de dire à quel point la série est excellente, donc j'ai l'impression de me répéter de vidéo en vidéo, mais cette série est excellente, et vous devriez vraiment lire Les Enfants d'Hippocrate si vous ne lisez pas encore cette série. Pareil, un démarrage qui n'a pas été forcément à hauteur de nos attentes. Après, sur Mangetsu Life, on sait qu'on est sur des thèmes un petit peu moins faciles que Golden Guy, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Mais bah, c'est un bijou, quoi. Je reprends les paroles de Tarte au Citron, que je salue bien fort, qui a dit sur Twitter, c'est dans le top 3 des nouveautés de l'année, et c'est pas 3e. Voilà, je pense que c'est un très très beau résumé. Alors, il y a eu des très très belles nouveautés cette année, hein, Saturn Return, Full Night, et j'en passe. Mais ça fait un bon 3e sur ce podium, en tout cas. Et voire, après, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, c'est un peu comme LeBron James, Michael Jordan et tout. Mais, oh, foreshadowing, j'ai pas fait exprès. Voilà, c'est vraiment une série magnifique. Alors en plus, ce tome 4 est particulièrement charmé. Je suis content du rythme soutenu qu'on a dans la publication, puisque l'histoire est relativement haletante, ça se lit plutôt vite, un tome des Enfants d'Hippocrate, et surtout Mako et son frère vont vraiment commencer à développer leur relation très complexe, et qui, et vraiment, de tome en tome, permet de souffler le chaud et le froid de l'un et de l'autre. En fait, c'est-à-dire qu'on va pas mal humaniser son frère cette fois-là. En même temps, Mako, sa naïveté, sa bonhomie et son empathie vont peut-être lui faire des erreurs aussi. Et voilà, j'aime énormément cette série, je suis très très fier de la publier. Donc allez lire Les Enfants d'Hippocrate, s'il vous plaît. Cette référence au basket n'était pas tout à fait fortuite, même si vous le savez, il n'y a pas débat, c'est Michael Jordan le meilleur, puisque ce mois-ci, la nouveauté chez Mangetsu, c'est Deep 3 qui arrive avec 2 tomes dans vos librairies, du coup, le 19 octobre. Si je ne dis pas de bêtises, Deep 3, c'est évidemment un shonen de sport, un shonen de basket, et à l'instar de Hawashi, c'est un shonen qui ne prend pas son lecteur pour un idiot, dans la mesure où Damian, que vous voyez juste ici, et Rométis, c'est bien de le noter aussi, est un personnage qui va faire face à pas mal de difficultés. La sienne, en l'occurrence, elle est très particulière puisque Damian est frappé de yips. Le yips, c'est quoi? C'est une maladie qui touche souvent les golfeurs et aussi les basketteurs, qui en gros est une maladie qui va toucher les muscles en passant par le cerveau évidemment qui va les activer, et qui en gros fige les muscles de la personne qui en est victime au moment de faire son geste. Donc par exemple, si vous êtes un basketteur, vous partez pour le shoot, et bah vos muscles vont se figer, donc le ballon va faire comme ça. Évidemment c'est gênant, surtout pour lui qui avait un avenir tout tracé en NBO, qui est évidemment la NBA de l'univers de Deep 3. C'est un peu le Victor Wembanyama du Japon du coup, puisqu'il est donc métis américain-japonais. Et avec une histoire assez troublante sur l'identité réelle de son père, mais vous la découvrirez bien assez tôt. Il me semble que c'est dans le tome 3 que vous aurez la réponse à cette question. Et voilà, c'est un petit bijou de Shogakukan, vraiment. Le dessin de Ryosuke Tobimatsu est magnifique, vous allez le voir là dans les différents extraits qui défilent à l'écran, mais c'est très sexy, comme m'a dit Jean-Victor en feuilletant le bouquin tout à l'heure avant de tourner. On a fait appel à Elvis Rocan notamment, qui est spécialiste du basket, pour tout le langage et le vocabulaire vraiment proprement lié au basket, parce qu'autant sur le football, moi-même je peux aider en étant un passionné de foot, autant sur le basket, je l'avoue, je suis un gros casu qui ne fait que le mode carrière à Touquet tous les ans. Et bon, ça suffit pour comprendre 2-3 trucs quand même. Et on a vraiment essayé de faire un bouquin qui sonne basket, qui vit le basket. Vous verrez, c'est une narration qui est
assez rapide, notamment sur le tome 2 où du coup il y a une ellipse à un moment donné qui va propulser notre personnage géographiquement et ça va ralentir un petit peu derrière parce que c'est une série qui continue en ce moment au Japon. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre le dessinateur sur Twitter et sur Twitch puisqu'il Twitch régulièrement du coup le dessin de ses planches et il est vraiment très fort. D'ailleurs à la fin vous verrez, donc là ça va apparaître à l'écran aussi, vous avez plein de bonus, notamment du coup du scénariste qui explique un petit peu son amour pour le basket, donc c'est Mitsuhiro Mizuno, et pas mal d'anecdotes du coup sur le basket japonais notamment. Et sur le tome, sur les 3 tomes pardon, vous avez à chaque fois des petits dessins, des petits dessins, des petites recherches notamment sur la jaquette qui vous expliquent comment le dessinateur en est arrivé là. À noter d'ailleurs que on vous invite très fort à retirer la jaquette du bouquin et à découvrir cette magnifique couverture qui est une petite exclusivité française du coup. Merci à Shogakukan de nous avoir fait confiance. Luchesco s'est beaucoup amusé à retravailler le design. Vous le voyez aussi avec le Rise After the Fall qui rappelle une certaine marque de chaussures qui tourne très très bien et qui valent très très cher. Voilà, Deep Street c'est certes pas sous licence et on parle de NBO et Kobe Bryant a un autre nom et s'appelle Ervin Johnson, ce qui est marrant parce que c'est le vrai nom de Magic Johnson, mais c'est une sacrée tarte, notamment si vous êtes fan de basket parce qu'il y a des références dans tous les sens, ça prend pas du tout le lecteur pour un idiot comme je disais tout à l'heure, où c'est des vrais matchs de basket avec des vrais enjeux, avec des vraies stratégies et tactiques et gestes de basket, et le personnage de Damian est vraiment super à suivre. Il faut quand même le mentionner, parce que c'est notamment une des raisons qui m'a poussé à la lire à l'époque, une série qui parle du racisme dont peuvent être victimes les métis au Japon, dans une scène qui est très 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 forte, face à un miroir. Là aussi je pense que l'extrait va passer à l'écran. Et voilà, je vous invite très fort à aller la découvrir. Si vous aimez Awashi, vous allez adorer Deep Street, c'est sûr. Et si vous êtes fan de basket, vous allez adorer Deep Street aussi, c'est sûr. Et si vous n'aimez ni l'un ni l'autre, bah déjà c'est pas bien. Mais j'ai envie de dire, comme sur Awashi, si vous n'êtes pas forcément fan de foot, bah vous pouvez quand même vous y mettre. Je sais que les gens dans l'équipe sont pas tous des dingues de basket, et pourtant c'est une série qui est très plébiscitée, qui au sein de Brajlon, du coup, dans la boîte, vraiment fait l'unanimité, donc je vous fais confiance. Ça sort le 19 octobre pour la reprise de la NBA, comme ça tombe bien. Vous avez 2 tomes, et puis ensuite ce sera un tome tous les 2 mois, donc on se retrouvera au mois de décembre pour le tome 3. Et puis dernière sortie ce mois-ci, c'est Soichi. Là, Jean-Victor est en train de vous insérer la couverture, du coup le plat 1 de la jaquette, puisque le bouquin n'est pas encore arrivé. On est vendredi soir, il est très très tard, et le bouquin arrive lundi au bureau pour Tsukimi, du coup. Donc normalement, je l'aurai en plateau dans l'émission que vous venez de découvrir, même si cette partie de la vidéo ne sort que sur YouTube. Et je ne sais pas si c'est très clair pour les gens qui regardent que les vidéos YouTube, mais si vous voulez le découvrir en chair, en os et en papier, il est dans le Tsukimi, dans le replay qui doit être disposé sur Twitch dès maintenant ou sur YouTube dans quelques jours. Il est absolument sublime, croyez-moi, parce qu'on a un exemplaire test évidemment à la fabrication. Là aussi, je vous invite à retirer la jaquette pour découvrir cette sublime couverture. Et puis un merci infini à Ito Sensei, du coup pour sa confiance et pour nous avoir offert cette jaquette exclusive à la France. Vous aurez noté que Soichi est habillé en bleu, blanc, rouge, ça c'est la grande classe. Et voilà, merci infiniment. Peut-être qu'on pourra célébrer ça bientôt, ou qui sait, je ne sais pas. Voilà, qui suis-je pour le dire finalement. Mais merci infiniment à Ito Sensei, c'est un honneur de dingue d'avoir une couverture de l'auteur pour l'édition française. C'est la première intégrale au monde, je le rappelle, de Soichi. On l'a montée, elle est dans le sens chronologique. On a une magnifique préface de Marius Chapuis de Libération et Atome aussi évidemment, que je salue très fort, et toujours la magnifique analyse de Morolian à la fin. Régalez-vous avec Soichi, c'est sûrement le bouquin de cet Halloween 2022. Donc voilà, j'espère que vous en prendrez bien soin et que cette jaquette trouvera de la place dans vos bibliothèques. Sans transition, mais presque un petit peu quand même, après Soichi et le maître de l'horreur, vous le savez, c'est pas moi qui fais le calendrier des pleines lunes, donc on est encore très tôt dans le mois d'octobre, mais le mois d'octobre c'est surtout le mois d'Halloween, et ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo spéciale horreur, et surtout j'arrive avec une très bonne nouvelle, puisqu'il n'y a pas une, mais 2 annonces ce mois-ci. Alors vous le savez, dans le genre de l'horreur, il y a beaucoup de choses différentes, et moi-même étant un très gros fan d'horreur, je suis le premier à aimer certains types d'horreur plus que d'autres. Toutefois, chez Mangetsu, notre mission, c'est évidemment de vous proposer le plus gros panel d'horreur possible. Donc il y a eu Shigahime par exemple, qui mine de rien peut être affilié à de l'horreur, il y a évidemment Junji Ito, le maître de l'horreur, et pour moi, il y a un auteur qui est beaucoup trop méconnu en France aujourd'hui, et qui en plus nous permet aujourd'hui, pour la première fois, d'ouvrir les portes de Kodansha, ce qui n'est pas rien quand même, donc je suis très fier de vous annoncer l'arrivée au catalogue de PTSD Radio de Masaaki Nakayama. Au-delà d'être le titre le plus cool du monde, PTSD Radio, quand même, vous pouvez vous le repasser, ça marche vraiment bien à chaque fois. En plus, il a une description qui est très drôle, puisque c'est des bruits de radio, genre... Donc évidemment, vous ne savez pas de quoi ça parle, mais l'avantage, c'est que moi, je peux vous dire de quoi ça parle, et c'est un manga absolument unique. C'est un manga en 6 tomes, du coup, en tout cas pour l'instant, puisque la série paraît à un rythme un petit peu étrange, mais en fait, ce rythme,
il est à l'image de la narration du titre. Masaaki Nakayama, pour moi, c'est le descendant de Junji Ito. Il n'y a pas de débat, ça fait maintenant bientôt 3 ans et demi, je pense, que je bosse sur le projet de Mangetsu, et Masaaki Nakayama est un des premiers noms que j'ai coché à l'époque. Certaines de ces séries sont chez Kodansha, d'autres sont ailleurs, etc. Et PTSD Radio était vraiment la série de Masaaki Nakayama que je voulais faire. Donc j'étais très très heureux le jour où j'ai reçu le contrat, mais ça ne vous dit toujours pas de quoi ça parle. PTSD Radio, donc, avec ses visuels absolument horribles, d'espèces de bélites qui ont des dents trop cheloues, et ses couvertures qui n'invitent pas vraiment au rêve et au voyage, je suis d'accord, c'est tout de suite super badant. C'est pour moi un monument de la J-horror. La J-horror, vous le savez, donc c'est un genre qui est surtout beaucoup développé au cinéma, The Ring, Darkwater, etc. C'est une horreur qui est souvent très psychologique et qui va aller choper des images assez répétitives et très puissantes, et c'est le cas dans PTSD Radio. En gros, le pitch, c'est qu'il y a quelque chose, on va dire quelqu'un, pour que vous puissiez un petit peu saisir, qui tire les cheveux des gens, très fort, au point de les tuer, en fait, ou même de les faire passer par le siphon d'un évier, par exemple. C'est possible. Cette chose, on ne sait pas si c'est un dieu, une maladie, une malédiction, on ne sait rien de ce que c'est en fait. Et le manga lui-même, et c'est pour ça que je vous parlais de J-horror et de Darkwater, ou même de The Ring, qui est hautement méta d'ailleurs, avec les grands cheveux noirs et tout, bon, évidemment l'image se fait toute seule, cette chose, elle prend possession du manga en fait. Et ce que j'aime dans PTSD Radio, c'est que c'est un des rares mangas, alors il y a beaucoup de mangas qui réfléchissent sur leur médium en tant que tel, mais là, ça utilise le médium pour appuyer l'idée de malédiction. Je m'explique. Le manga, il commence très bizarrement, vous avez une histoire en 3 pages, vous savez pas de quoi ça parle, admettons un enfant qui fait de la balançoire et tout, et à la fin, boum, vous avez une page avec, je sais pas, le haut d'un crâne et juste un œil qui dépasse et tout. Et en fait, à mesure que vous allez lire, vous allez avoir cette page récurrente qui va revenir de temps en temps. Des fois très vite, des fois très lentement. Vous allez avoir des chapitres qui vont être beaucoup plus espacés et tout ça. Et cette chose, dans une idée de progression, elle va prendre possession du livre. Et cette chose, évidemment, c'est la chose, le dieu, la malédiction, que sais-je, qui a cette obsession de tirer les cheveux. Sachant que, évidemment, parce que ça va pas juste être une page de temps en temps qui va ramener l'horreur, même si je vous jure qu'à chaque fois, chaque apparition vraiment vous file des frissons réels, chaque chapitre est matiné de questionnements, de personnages qui vont être plus ou moins récurrents, de personnages, des fois vous avez l'impression que vous allez les voir une fois puis les oublier, puis finalement ils vont revenir après dans le tome 2 à un moment donné, et vous n'allez pas trop savoir vous situer, mais c'est fait exprès. Et en fait, l'auteur gère à la perfection le rythme de lecture, c'est-à-dire que il vous fait lire au rythme qu'il a envie de vous faire lire. C'est-à-dire que quand cette créature apparaît, vous allez des fois avoir envie de poser le bouquin, et c'est normal. Parce que moi, c'est la première fois où vraiment j'ai ressenti un malaise hyper profond à la lecture d'un manga d'horreur. C'est-à-dire d'habitude, vous savez, je pense que vous êtes un peu dans le même cas, l'horreur ça peut faire sourire, ça peut faire un peu frissonner, ça peut faire des petites sensations et tout. Là, c'est un malaise que propose Masaaki Nakayama, c'est-à-dire que vous ne savez pas non plus ce que c'est que cette entité, à tel point qu'elle devient presque sacrée tout de suite, en fait, à la lecture du titre. Et j'ai conscience que c'est pas le titre le plus facile, ça s'adresse pas forcément au plus grand nombre. En même temps, j'aimerais, par PTSD Radio, notamment par ce nom, encore une fois, qui est très cool, et par les belles couvertures, et par tout ce qu'on va vous proposer autour de la série, et pourquoi pas comme expérience aussi en marketing ou quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses à imaginer autour de PTSD Radio, j'aimerais faire découvrir vraiment les affres de la J-horror au plus de gens possible, notamment par le biais du manga, parce que Junji Ito, c'est le maître absolu de l'horreur, il n'y a pas de problème, je pense qu'avec Stephen King, ils sont tous les deux là-haut à touche-touche et ils se parlent de temps en temps. Après, il y a une infinie variété dans l'horreur, et on va en évoquer une juste après avec l'autre annonce que j'ai à vous faire. Mais PTSD Radio, c'est unique, hautement japonais. Il n'y a que le manga qui peut permettre ce genre de choses, notamment la narration décompressée du manga, ce format et un peu le contrat que vous avez quand vous lisez un manga. Vous avez l'habitude de lire un manga, les chapitres de 25 pages et tout ça. L'auteur fait voler tout ça en éclats pour mieux vous attraper, lui aussi, par les cheveux, justement. Alors moi, il aura du mal, mais c'est hyper addictif, assez troublant, vous savez pas où vous situez et tout, et en même temps, c'est pas comme un manga qui serait un peu trop avant-gardiste ou trop abstrait, où vous diriez « Oh, je comprends pas ce que je lis et tout ça ». Là, c'est différent, parce que cette créature, elle est là, elle est tapie dans l'ombre, et elle va revenir à chaque fois, et elle revient à chaque fois un petit peu plus fort, c'est-à-dire que cette idée de projection, de progression, pardon, c'est que à chaque fois que vous allez la voir revenir, elle va s'élever un petit peu jusqu'à ce qu'il y ait un œil qui dépasse comme ça. Et c'est assez extraordinaire. C'est vraiment du Kodansha pour les gens qui voient de quoi je parle, notamment parce que Kodansha en horreur fait des choses assez traditionnelles, qui vont assez loin et tout dans le propos. Et en même temps,
là, le propos, enfin, c'est pas du tout politisé, ça raconte pas le quotidien des personnages au-delà de comment l'horreur va s'immiscer dans leur quotidien et comment cette malédiction va bouleverser et transformer leur quotidien. Et ces personnages récurrents, qui au début ont l'air tout à fait dérisoires et l'air d'être des gens un peu comme vous et moi, et qui vivent leur petite vie et qui, bon, à un moment vont un peu trébucher sur un truc et se dire « Ah tiens, qu'est-ce que c'est ?» Et ben ils vont être un peu possédés par cette malédiction. Et c'est là où, des fois, quand on mate un film d'horreur et tout, on arrive mal à se projeter à la place de ces personnages parce que c'est un peu trop gros, quoi. Ça n'arriverait pas dans la vraie vie, on n'aurait pas cette réaction, en tout cas c'est ce qu'on aime à se dire et tout. Là, on est avec eux et on ne sait pas non plus à quoi on assiste et on y assiste de manière inexorable et le pire, c'est qu'il y a plusieurs tomes et donc ça évolue et ça évolue et ça évolue et ça évolue et vraiment au-delà de tout ce pitch du coup qui doit être un petit peu ténébreux, même si j'imagine que les images vous en montrent un petit peu plus et vous en disent un petit peu plus, c'est surtout une vraie fierté de ramener Masaaki Nakayama. Je pense que si l'auteur n'avait pas encore été tenté sur le marché français, c'est notamment parce que c'est quand même très particulier dans son approche. Encore une fois, c'est pas un télo, c'est pas avant-gardiste, c'est pas tout ça, c'est juste autre chose, c'est de la pure J-horror, quoi. Et ben voilà, je suis trop content parce que le succès de Junji Ito nous permet aussi de tenter des choses dans l'horreur. Et typiquement, avec Masaaki Nakayama et PTSD Radio, c'est le cas. Si d'aventure PTSD Radio plaît au public français, peut-être qu'on ira sur d'autres séries de l'auteur, puisque c'est un auteur qui a quand même publié pas mal de choses, et sur d'autres auteurs du genre qui attendent l'horreur aussi, tapis dans l'ombre, j'ai envie de dire. Et voilà, mais c'est une vraie fierté de le ramener, c'est une vraie fierté de démarrer une collaboration avec Kodansha aussi. Alors vous verrez, il y a d'autres titres Kodansha qui arrivent, et des trucs beaucoup plus light et beaucoup plus légers, tout ça. La PTSD Radio, je vous ai dit, c'est bientôt Halloween, donc il va falloir quand même que je vous envoie de la vraie horreur. Mais c'est une vraie fierté, parce que je pense que Junji Ito, un jour, il a été à la place de Masaaki Nakayama, c'était pas une superstar, c'était pas le dieu de l'horreur et tout, et petit à petit, il s'est construit. Et je pense que c'est un auteur qui peut prétendre à ça, avec son style qui lui est très propre, et surtout, pour finir sur cette note-là, vraiment, c'est unique, et c'est un auteur qui fait les choses à sa manière, et qui assume totalement, et du coup, ça marche d'autant mieux derrière. Si vous aimez la bonne vraie horreur qui vous prend bien au trip, vous y êtes. Petite précision quand même, c'est pas nécessairement gore, par ailleurs. On est vraiment dans une forme de psychose plutôt que dans de l'horreur hyper graphique ou dans du gore et tout ça. C'est pas du tout le même genre que d'habitude. Et c'est là aussi où ça va se rapprocher de Darkwater, notamment, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas besoin d'être hyper explicite pour instiller le pire de ce que l'horreur peut amener en nous. Et c'est le cas avec PTSD Radio. Comme je vous le disais, il faut de tout type d'horreur pour faire un monde, et la deuxième annonce n'a rien à voir avec PTSD Radio. On est dans un genre complètement différent, puisqu'il s'agit du méga hit de Masaaki Okazono, l'auteur de Freak Island, et de Gusan au dessin. C'est évidemment Pumpkin Night. Pumpkin Night, donc, c'est un méga succès au Japon, c'est plus de 3,5 millions de copies en circulation, c'est un des plus gros succès de Takeshobo, et comme d'habitude avec Masaaki Okazono, donc l'auteur de Freak Island, qui est l'habitué de séries qui vont être quand même pas mal dans la violence gratuite et qui vont beaucoup découper, c'est une série qui reprend tous les codes d'un autre genre cinématographique, contrairement à Darkwater et The Ring que j'évoquais tout à l'heure, puisque c'est un pur enfant du slasher. Le slasher, vous le savez, c'est un genre qui règne en maître aux États-Unis, dans l'horreur américaine, et c'est un genre où ça va découpé, il y a des gros couteaux de cuisine et compagnie, vous le voyez de toute façon dès la couverture du premier tome qui est tout à fait faite pour Halloween, et Pumpkin Night, en fait, ça va aller plus loin encore que le slasher préféré de ton slasher préféré, puisque ça va parfois être vraiment très intense au niveau du gore et des freaks, jusqu'à transformer vraiment littéralement ce manga en freak show total, qui a un peu plus à dire que de l'horreur pure et dure. Vous allez le voir, comme dans beaucoup de slashers, le pitch de Pumpkin Night, il est très classique. C'est-à-dire qu'on va suivre les aventures de Naoki Kirino, une jolie jeune fille qui va à l'école, au lycée, etc. et qui malheureusement, comme ça peut arriver, est victime de brimades de ses petits camarades. Le problème, c'est qu'un jour, en fait, les moqueries et les brimades vont aller un peu trop loin, au point où elle va finir en hôpital psychiatrique avec des séquelles irréversibles. Le vrai souci, c'est qu'elle va réussir à s'échapper de cet hôpital psychiatrique, alors non sans créer un chaos total sur sa route, puisqu'elle va assassiner à peu près tout le monde pour réussir à s'échapper, et son but, il est unique et il est très simple, c'est de revenir au lycée et faire payer tous les gens qui l'ont embêté. Ça, c'est sur le papier. Donc vous le voyez, c'est on ne peut plus classique, c'est déjà vu, vous allez me dire, vous n'aurez pas tout à fait tort, et c'est là où Pumpkin Night va proposer quelque chose de plus fou. C'est aussi, à mon avis, ce qui explique ce succès colossal au Japon, c'est que, bon, déjà, l'héroïne qui est toute mignonne, un peu loli et tout ça,
qui finalement va faire payer à tout le monde, bah, c'est très concret, c'est-à-dire que ça va se produire et ça va aller assez vite et ça va être très intense. Mais surtout derrière, en fait, le scénario va partir dans des directions un peu improbables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous lisez Pumpkin Night, si vous êtes toujours sur la série, peut-être que vous n'allez pas forcément lire les aventures de Naoki Kirino. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi, ni comment, ni quand, ni comment ça se passe, puisque ça, il faudra le découvrir dans le manga, mais si vous voyez le panel des couvertures qui s'affiche à l'écran, vous allez voir déjà qu'il y a quelques modifications. Couvertures qui, par ailleurs, sont absolument magnifiques et qui sont toutes, j'ai même pas besoin de le dire, des hommages au cinéma d'horreur ou au cinéma en règle générale, puisque les auteurs sont très très fans. D'ailleurs, un des gros points forts de Pumpkin Night, c'est son dessin. Gusan, alias Seima Taniguchi, c'est un dessinateur qui est vraiment à part. C'est un dessinateur qui, bon, déjà arrive à retranscrire l'horreur de manière très viscérale et qui n'a pas peur de dessiner ce genre de choses, parce que j'imagine que quand on travaille sur une série comme ça, il y a des matins qui doivent être un petit peu plus pesants que d'autres quand même quand il faut se mettre devant sa planche. Alors, il faut préciser aussi, comme souvent avec Okazono, c'est une série qui ne manque pas d'humour. En témoigne cette espèce de pastiche de Trump absolument dégueulasse. Enfin dégueulasse au sens où il est libidineux, horrible et qu'on aurait presque envie de lui faire autant de mal que ce que fait Naoki Kirino à ses petits camarades. C'est une série qui... Bah, du coup, je le disais tout à l'heure, est vraiment punk. Et dans le dessin, c'est marrant parce qu'on est avec un dessin qui est très mainstream, qui reprend des codes du punk et qui fusionne ça dans une sorte d'hyper pop horrifique qui fait juste tout valser en fait, puisque que ce soit les tripes ou les bras ou tout ce que vous voulez, vraiment rien n'est épargné dans Pumpkin Night. Donc c'est vraiment à des années-lumière de PTSD Radio et c'est aussi ce qui fait à mon avis la richesse de l'horreur. C'est-à-dire que vous avez une approche qui serait taxé de très très moderne avec Pumpkin Night et quelque chose de un peu plus traditionnel avec PTSD Radio. C'est voulu, c'est aussi la raison pour laquelle on vous annonce ces deux séries aujourd'hui, parce que c'est un grand écart mais qui finalement partagent tous la bannière de l'horreur au-dessus. Et c'est des choses qu'on a envie de développer de tous les côtés. Il y a d'autres séries d'horreur qui sont prévues chez Mangetsu, il y a déjà des titres qui sont déjà signés, dans d'autres genres encore, des genres peut-être un peu plus arty là cette fois, mais voilà, avec Pumpkin Night et avec PTSD Radio, vous avez vraiment un panel de ce que l'horreur japonaise a de mieux à proposer sous la houlette du grand maître Junji Ito, encore une fois que j'ai cité 15 fois dans cette vidéo, mais je suis un petit peu obligé d'en parler à chaque fois qu'on parle d'horreur au Japon. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je pense très sincèrement qu'il y a un public pour PTSD Radio, un public pour Pumpkin Night, et pas nécessairement un public pour les deux, c'est-à-dire qu'il y a des fans d'horreur, je pense en faire partie, en tout cas avoir le droit de dire que je fais partie des fans d'horreur. Je sais vers lequel va ma préférence. À la fois, chacun va y trouver chaussure à son pied un petit peu. Je sais que, par exemple, j'ai beaucoup de gens, notamment avec ceux qui étaient déjà au courant depuis quelques semaines, qui sont hyper contents de l'arrivée de Pumpkin Night au catalogue. Et moi, à la fois, je suis super heureux de vous proposer PTSD Radio, qui, à mon avis, est ce qui se fait de mieux en termes de J-Horror, et qui va peut-être vous permettre de découvrir un auteur et un genre à part entière. Donc voilà, c'était nos petits cadeaux d'Halloween. J'espère que vous aurez trouvé ce qui vous va bien dans la citrouille. Et puis, surtout, si vous voulez continuer à avoir plus d'horreur chez Mangetsu, n'hésitez pas dans les commentaires à nous parler de titres qui vous plaisent ou quoi, nous inviter à développer certains genres plutôt que d'autres ou quoi. C'est un monde à part entière, l'horreur en manga, il y a des centaines de choses à développer, il y en a plein que j'ai déjà dans le radar, il y a des choses qu'on ne peut pas faire malheureusement, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on va faire, il y a des choses qui sont déjà signées comme je disais. Maintenant, à vous de nous aiguiller aussi un petit peu, avec Ito, avec Shigahime, on a déjà une petite idée de ce qui peut vous plaire, mais on va continuer à explorer un petit peu ce genre de contrée. Et puis voilà, on se retrouve à Halloween de l'année prochaine pour de nouvelles annonces horrifiques. Je vous promets, le mois prochain, on sera dans des choses totalement différentes. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt tout le monde.